Pourra-t-on un jour vivre sur la terre sans colère, sans mépris, sans chercher ailleurs qu'au fond de son cœur la réponse au mystère de la vie dans le ventre de l'univers, des milliards d'étoiles naissent et meurent à chaque instant, où l'homme apprend la guerre à ses enfants. Je suis trop petite pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, assez grand pour affronter la vie, trop petit pour être malheureux. Bonsoir. Bonsoir. Bien, on se voit pour s'entretenir de l'utilisation d'armes, d'outils dans le processus d'évolution humaine et dans le processus d'humanisme. Donc je vous laisse poser des questions et si je peux y répondre, eh bien, j'y répondrai. Sinon, je vous laisserai aller chercher l'information ailleurs. Alors, dans une époque de guerre, notamment au Japon, avant, les armes avaient une utilité. Et aujourd'hui, vous parlez des armes comme des outils de pacification. Comment cela serait-il possible aujourd'hui? Et pourquoi se servir d'un bâton dans des disciplines dites non violentes? Le bâton, le sabre symbolisent des armes. Pourquoi les utilise-t-on pour promouvoir des techniques pacifiantes? Dans l'évolution des manières de se défendre, de conquérir des territoires, de posséder des richesses, voire de diversifier son patrimoine génétique en allant voler les femmes des autres, par exemple, pour les hommes, il y a toujours eu comme ça un questionnement sur l'efficacité des outils qui nous permettent de se défendre ou de dominer ou d'autres personnes ou de les oxyre. Donc, dans cette sophistication incessante au cours de l'histoire, on en vient jusqu'à le milieu du 19e siècle, puis après le 20e siècle arrive, et dans le pays du soleil levant, l'industrialisation s'est mise en route. Il y a eu de moins en moins besoin de ce genre d'outils, comme des sabres par exemple, et tout s'est sophistiqué de plus en plus technologiquement, jusqu'à arriver au milieu des années 50, voire apparaître, pas 50 ans, du siècle dernier, qui a clôturé pratiquement la dernière guerre mondiale, l'utilisation des bombes atomiques. Et puis ça continue, c'est de plus en plus sophistiqué jusqu'à nos jours. Bien, donc il paraît effectivement décalé qu'on puisse utiliser de ces armes anciennes pour aller vers une pacification actuellement, pacification qui est personnellement souhaitée pour mettre fin le plus possible, le plus vite possible aux souffrances des êtres et du reste de la nature d'ailleurs. Donc il y a maintenant à s'interroger sur comment arriver à ce que globalement, mais aussi individuellement, chaque être pourrait sortir des peurs, donc des violences, des esprits de domination ou de fuite, de génocide, etc., puisque
parle hélas beaucoup, et plus que d'en parler, ça se passe. Quand on veut intervenir au niveau individuel, on constate que dans certaines situations, la manière de réagir, soit en fuyant, soit en se cachant, soit en provoquant, soit en attaquant ou soit en se défendant, enfin il y a différentes possibilités, n'est pas forcément adaptée pour pacifier une situation. Donc il est nécessaire d'avoir une réflexion suivie d'une étude de nos propres réflexes innés, c'est-à-dire les informations qui nous composent, et de mettre en place un entraînement pour être de plus en plus conscient de la dynamique des informations qui nous composent, et de les remplacer par des informations de bienveillance, des informations de présence, des informations humanistes. Et cela se fait obligatoirement par une auto-éducation extrêmement importante et plus ou moins longue et exigeante. Sortir de sa façon d'être, d'agir, de se comporter pour aller vers ce que je propose là n'est pas automatique. Même si on peut l'imaginer, l'espérer, le souhaiter, arriver à l'incarner demande beaucoup de travail, beaucoup d'heures d'études. Et donc, les outils peuvent servir à ça. Quand je dis outils, prolongation des outils qu'on appelle des armes vers des outils qui n'en sont pas. À la limite, qui peuvent faire une bosse, mais ne sont pas menaçants. Ceci dit, même s'ils ne sont pas menaçants, il est possible de mettre en jeu plusieurs personnes avec des outils et simuler des situations de tensions effectives qui se concrétisent et d'arriver à, de part et d'autre, à canaliser en changeant de plan personnel dans un rôle et dans l'autre rôle qui va être agent de pacification majeur, changer de plan totalement et de proposer une autre direction. Et tout ça avec bienveillance, avec toujours derrière éclairé par une certitude, parce que c'est un constat que tous les êtres ont besoin d'amitié, ont besoin d'amour, ont besoin de bienveillance. Et comme nous sommes des êtres grégaires, on a besoin d'agir ensemble, construire ensemble, échanger. Et plus c'est réalisé dans la bienveillance, plus il y a ce sentiment de confiance qui s'installe et de solidarité, et plus une société peut se construire autour de ça. Donc, fort de ce constat-là, il y a un travail d'incarnation de ça, et dans le jeu des échanges qui peuvent ressembler à des joutes, de mettre ça comme esprit central qui anime la personne. Ainsi, les gestes violents sont mis de côté et petit à petit se construisent des attitudes, des comportements, des actes et des actions qui ne sont plus violents,
qui gère et qui propose une relation pacifiée et d'entraide. J'ai répondu à votre question? Oui, merci. Des échanges à deux avec les armes sont-ils représentatifs des échanges à deux ou plusieurs dans la société? Là, on parle d'échange, c'est un terme qui est important. On ne parle pas de technique à réaliser. Cette notion d'échange, déjà, c'est un pas très important que de sortir de la notion de dualité. Quand on parle d'échange, on parle de complémentarité. Quand on parle de complémentarité, on parle finalement d'unité dynamique. Et dans cette complémentarité qui fait une unité dynamique, eh bien, il y a cette notion d'échange. On s'enrichit mutuellement, on s'écoute mutuellement et on bâtit ensemble. Et c'est ce qui se passe quand on sort du processus duel et que l'on va vers le processus d'échange. Auquel cas, on ne parle plus de technique à réaliser, on ne parle plus d'attaquant et d'attaqué, on parle des deux pôles qui ne sont plus en dualité mais en complémentarité dynamique. Animé de l'état d'esprit que j'essayais de décrire en quelques mots tout à l'heure. En quoi ça peut résonner dans la société? Vous comprenez que si dans la société, effectivement, chaque être, je vais faire un peu de l'utopie, mais des groupes musicaux, de musiciens et de poètes qui ont chanté dans les années 60, qu'on pouvait imaginer tous les peuples ne faire qu'un. Quand on est dans cette dynamique-là, dans un cadre issu des arts de guerre, avec cette qualité relationnelle humaine, on est immédiatement dans une dynamique que l'on peut transposer à l'extérieur, avec ses proches, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient de voisinage, etc. Parce qu'on s'est entraîné déjà à voir en nous tous les aspects de peur, de violence, etc., dont j'ai parlé tout à l'heure. Et que l'on s'est entraîné à fonctionner autrement, notamment par ce sixième sens qui est la bioconscience, c'est-à-dire faire fonctionner son système nerveux, son système neuromusculaire, ses sens, le plus possible pour essayer de percevoir les situations avec la relativité de nos capacités de perception, mais de percevoir les situations de plus en plus objectivement. C'est-à-dire, autrement dit, que ce qui est perçu est de moins en moins filtré par ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, etc. Et surtout animé par cet esprit de compréhension, de besoin de tout un chacun, de tout à chacune, d'amitié, d'amour, de bienveillance et d'entraide, de solidarité. C'est la clé. Donc, si on met en œuvre cet état d'esprit, cette bioconscience en action, avec des échanges dynamiques qui travaillent sur les peurs, sur tout ce qui est violent, eh bien, on s'auto-éduque et on s'entraîne mutuellement à s'auto-éduquer, à s'entre-éduquer, à s'entre-aider, pour être dans un processus réel d'échange, et non plus un processus de dualité
ou de martialité. Finalement, on dépasse la martialité en utilisant des situations qui pourraient paraître martiales. Voilà en quoi cette auto-éducation et cette entraide éducative feront le lien immédiatement, sans jamais avoir de coupure, avec le reste du temps de notre existence, ailleurs que dans des salles dédiées à ce genre d'études. J'ai répondu à votre question ? Oui, merci. Avec plaisir. Oui. Les armes permettant d'être plus forts, plus puissants, de détruire, voire d'anéantir pour dominer, peuvent-elles servir à la paix? Proposer de les utiliser dans une dynamique d'évolution n'est-il pas paradoxal? Il y a plein d'inventions humaines qui sont paradoxales. On invente un couteau pour couper par exemple des quartiers de pommes. Et puis il se trouve que le couteau mis dans les mains de quelqu'un qui n'est pas équilibré, qui n'est pas dans un processus normal de bienveillance, d'amitié, etc., devient quelque chose qui peut blesser d'autres personnes. Je ne me souviens plus des paroles que Einstein aurait prononcées à propos de la bombe atomique, à propos de la puissance nucléaire plutôt. Mais de mémoire, c'est quelque chose qu'on peut comparer avec un simple couteau. Donc, quel que soit l'instrument inventé, il peut servir à plusieurs utilisations. Donc c'est paradoxal aussi. Les armes ont une forme, avec des fonctions correspondant aux formes. Par exemple, certaines armes du Japon, elles sont coupantes, elles peuvent percer. Donc coupante, ça veut dire trancher. Percer, c'est passer au travers. Transpercer. On pourrait dire, ben oui, mais on pourrait peut-être avec un sabre éplucher une pomme de terre. Je ne sais pas si c'était fréquent, mais ça peut être paradoxal. Bien. Si en réfléchissant à propos de l'évolution de la technologie et animé par l'esprit que j'essaye de proposer, eh bien, on peut utiliser des outils comme des répliques de bois de sabres japonais, qui étaient des outils d'entraînement, on appelle boken, qui se maniaient d'une certaine manière. Et puis on voit qu'il y a une extrémité pointue et elle fait référence, cette arme, à des sabres qui coupent vraiment et qui transpercent. Mais on les utilise avec une certaine dynamique dans l'espace. Pour simuler une attaque ou se défendre d'une attaque. À partir d'état d'esprit que j'essaye de démontrer, on prend l'outil, la manière de s'en servir, et puis on modifie. Pour que, lorsque le regard voit l'outil, il ne nous fasse plus penser à un sabre coupant et tranchant. Mais la manière de se servir d'un outil fera
le lien dans le processus des échanges. La bonne distance, le bon moment, la bonne durée, la bonne présence dans l'échange font partie des manières d'utiliser une arme. Et les bons endroits qui peuvent être mis en contact, touchés. Avec ces bases-là, on arrive à engendrer des humeurs, des émotions que la personne qui va recevoir cette dynamique-là va être amenée à laisser, à les dépasser, parce qu'elle sera dans une autre attitude que l'attitude de peur ou de violence. Je vous donne une image. On utilise beaucoup dans le zen. La position assise des Bouddhas, c'est comme une montagne. Lorsqu'elle s'édifie, elle est pleine de sensations. On appelle la bioconscience. Elle est respirante, elle est au niveau des organes sensoriels en grande activité, et elle est profondément tranquille, comme observante, et dedans et observée dedans. Et cette montagne, au pied de la montagne, il y a la vallée. Et la vallée, il y a le tumulte, c'est-à-dire des êtres qui ont leur envie, leur dualité, leur peur, leur violence, leur vie quotidienne, pour beaucoup de monde. Et quand on incarne la montagne, parfois il y a des productions mentales qui apparaissent, qui peuvent créer des émotions, comme il peut y avoir dans la vallée. Et nous disons, restez tranquille comme la montagne, plein comme la montagne, et on entend le son de la vallée qui monte. C'est-à-dire qu'on n'ignore pas le processus des phénomènes qu'il y a dans la vallée, on ne les rejette pas, mais on les laisse vivre leur existence. Dans une mise en scène, un jeu qui devient un échange avec des règles de rapidité, etc., de précision et autres, eh bien, les échangeurs, les échangistes, je ne veux pas dire les gens qui sont en antagonisme, justement, puisqu'on est dans un processus d'échange, vont se mettre en action pour être la montagne. La personne qui va aller au contact pour créer, essayer de créer, simuler un tumulte, va simuler le tumulte à partir de l'état de la montagne. Alors déjà, c'est énorme comme différence entre un attaquant et une personne qui va, à partir de la montagne, simuler le tumulte. L'autre personne va ne pas ignorer le tumulte que la précédente va mettre en action, va être dans cet état plein de montagne. Le premier ou la première va essayer de faire en sorte que la création des vibrations de tumulte déséquilibre un petit peu la montagne qui est en face. Et c'est un jeu comme ça d'échange, et lorsque ça va se concrétiser,
la montagne qui est en face va changer de plan pour laisser passer le tumulte, tout en restant avec le centre profond du tumultueur, ou de la tumultueuse, mettre en place vraiment une montagne en action. Rapide, précis, des contacts, grande présence, des contacts, quand je parle de contact, comme ça, sur des points précis de réaction de nous humains. Le cœur, la conscience et nos croyances. Et cette seconde montagne va agir là-dessus. Et cela aura des effets soit sur le fait que le premier ou la première prenne conscience de la dynamique du tumulte, alors qu'elle l'a créé elle-même, prenne conscience de toutes ses croyances et d'utiliser de l'humilité avec ses membres inférieurs qui seront amenés à s'abaisser, et prenne conscience des valeurs de cœur. Et ainsi, la seconde montagne va arriver, par cette dynamique d'échange, à s'ancrer de plus en plus dans le fait d'être pacifié, constructeur, et l'autre va également être dans un processus où le tumulte qu'elle a essayé de générer tout en restant tranquille va trouver réponse pour que cette tranquillité soit de plus en plus forte et que les tumultes qui pourraient arriver s'affaiblissent, perdent de la force parce qu'il y a une autre présence qui existe, ce que j'appelle la bioconscience verticale. Voilà. Et pour parachever ça, dans les outils et les techniques d'outils, en tant que maître zen, j'utilise toujours un outil que les Japonais ont créé, qui est un outil plat, avec un bourron qui nous permet d'avoir une bonne prise en main à l'extrémité, et plat à l'autre extrémité. Et je l'ai modifié, cet outil, pour arrondir le plat de l'autre extrémité et pouvoir me servir de cet outil avec, on appelle ça un outil d'éducation, un bâton d'éducation. Ça, c'est vraiment important. Bien. On est bien dans l'auto-éducation, dans l'éducation, dans le domaine d'évolution par l'éducation. Et on dit aussi dans le zen, c'est l'éducation dans la liberté. C'est-à-dire qu'on est partie prenante de son évolution et jamais on est soumis. Non, on n'est pas soumis. On est acteur, réfléchissant, choisissant et agissant. Et puis c'est devenu donc cet outil-là, qu'on peut utiliser très bien comme un sabre de bois ou comme un bâton de bois. Le premier agissant plutôt sur des régions de conscience, le second plutôt sur le processus relationnel de cœur à cœur. Est-ce que j'ai répondu à ce que vous demandiez? Très intéressant, merci. Avec plaisir. S'il vous plaît. Ça me plaît? Je crois que j'ai une partie déjà de la réponse, si vous pouvez préciser. En partant de l'essence de l'éducation des samouraïs, comment transformer les armes pour éduquer à la paix et quels autres éléments seraient à éduquer? Oui, j'ai un peu répondu. Vous pouvez me la redonner la question, parce qu'il y en a au moins deux là. En gardant l'essence de l'éducation des samouraïs. Ah, c'est ça, au niveau de l'éducation des samouraïs. Ah, pardonnez-moi, on arrête là déjà. Alors, est-ce que
les samouraïs étaient éduqués. Est-ce que c'était des mercenaires? Est-ce que c'était des gens qui étaient soutenus par une sorte de sagesse? Qu'est-ce qui les animait? Faire un paquet complet qu'on appelle samouraï, moi je ne suis pas sûr que ça soit la réalité. C'est comme si on parlait des chevaliers, avec la grandeur des chevaliers. Mais ça va, c'est assez Excalibur et les chevaliers de la table ronde. Mais quand les Européens chevaliers sont partis en Orient vers Jérusalem, et ils n'ont pas été aussi sages que ça, il me semble, quand je lis certains historiens. Donc c'est pour ça que j'ai une réserve pour ça. Bien. Maintenant, il y a une discipline forte quand on manipule des objets qui peuvent estropier et tuer, assurément. Donc cette discipline-là demande des efforts et il y a une éducation. C'est-à-dire qu'il y a des anciens qui expliquent comment on se sert de ceci, de cela. Si on reste dans l'explication des anciens avec des images un peu peut-être d'épinal, mais aussi des images qui ont probablement existé, il y avait des supports, enfin ce dont j'ai entendu parler, parce que je n'étais pas là, mais ne serait-ce que la manière de marcher, la manière de respirer, la manière d'être présent et d'écouter, la manière de se mouvoir avec des outils, d'utiliser des outils, enfin tout ça, il y a toute une psychomotricité, un travail neuromusculaire qui est mis en œuvre, qui conduit à un état qui n'est pas celui de monsieur, madame, tout le monde, qui n'étudie pas ses supports, assurément. Voilà, concernant l'éducation. Le reste de la question, oui. Pardon. Comment transformer les armes pour arriver pour éduquer à la paix, et quels autres éléments seraient à éduquer? Tout à l'heure, je prenais l'exemple d'un couteau qui sert à trancher des pommes, mais qui peut servir aussi à blesser, voire à supprimer l'existence d'une personne. Donc, l'arme, il n'est qu'un support de l'état général d'une personne. Une personne qui serait en dysfonctionnement selon moi, c'est lorsqu'on n'est plus dans une dynamique d'attention envers l'autre, de bienveillance, une dynamique d'amitié ou d'amour, le respect du vivant finalement. Là, on est en dysfonctionnement. Donc, la notion d'éducation, elle est pour trouver un enseignement qui permet aux êtres de ressentir, mais plus que ça, de mettre en œuvre l'état de non-dysfonctionnement. Parce que l'état de dysfonctionnement, il est en permanence, ou en très grande permanence, pour ne pas généraliser, chez les humains. Ils veulent se dominer, ou ils veulent être dominés, ils veulent voler ce qu'il y a à l'autre, enfin bon, c'est un fouillis, c'est un tumulte, quoi. Donc ça, c'est en permanence. Pourtant, chacun ou chacune est en aspiration de l'état de non-dysfonctionnement. Donc, l'éducation, c'est dans ce sens-là qu'elle devrait être donnée. Permettre aux êtres d'avoir les ressources qui sont là chez tout le monde. Et là, je vais parler de la bioconscience verticale, et cette manière de vivre son propre vivant, et le vivant, son vivant dans le vivant,
d'arriver à développer ces ressources qui dorment chez tout le monde pour sortir de ce dysfonctionnement. Et l'outil qui était une arme devient un outil. Le problème, ce n'est pas les outils. Le problème, c'est l'état des êtres. Je me souviens de conversations avec Maître Kobayashi au Japon. On a évoqué un petit peu tout ça. Et lui, dans son enseignement, il y avait cette dimension d'éducation. Il me disait que son maître Ueshiba ou Sensei avait une dynamique comme ça d'éducation. Je pense que c'est la clé. La clé n'est pas à construire des armes de plus en plus sophistiquées que les autres ne peuvent pas attraper, ou d'avoir une méthodologie, un mode opératoire, comme on dit aujourd'hui, pour utiliser des armes, et ce mode opératoire serait plus efficace que les autres, donc finalement, dans notre dysfonctionnement, on aurait gain non pas de cause, mais de folie. Non, le problème c'est les êtres. Et c'est cela qu'il faut, à mon sens, qui serait souhaitable, de faire éclore de plus en plus pour sortir de cette dynamique de folie qu'il y a de plus en plus partout sur la planète. Alors quand je dis de plus en plus, c'est que ça a toujours été, à mon sens. Mais là, nous avons maintenant des outils technologiques qui sont incroyables. Voilà. Mais si effectivement l'état des êtres sort de ce dysfonctionnement, il est fort probable qu'il n'y ait plus de moins en moins de construction d'outils technologiques destinés au dysfonctionnement. Et l'utilisation d'outils comme si c'était des armes, mais avec cet état d'esprit et l'attitude, le comportement, les actes et les actions menés, comme j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, est un bon champ d'expérimentation des possibles. Et qu'on peut aisément mettre en œuvre dans nos relations en dehors de l'espace d'entraînement, avec d'autres personnes qui ne prennent pas de leur temps pour faire éclore et cultiver ce qui dorme chez eux, et qui leur permettrait d'être en fonctionnement. Bon, cependant, lorsqu'il y a cette dynamique dont je parle, eh bien, les autres la ressentent, et ça produit déjà des effets, et des sourires, et des petites lumières dans le tunnel qui s'allument pour les gens qui sont en dysfonctionnement et qui finalement en souffrent. Le dysfonctionnement, c'est aussi une souffrance. Ça va ? Oui. Bon ? Ok, merci. À l'heure des armes de haute technologie et hautement sophistiquées, quel sens a l'utilisation de bateaux de bois dans des modes de résolution de conflits ? J'ai expliqué que dans l'Aikikendōi ou l'Aikijōdōi, sont les montagnes qui gèrent les tumultes, sans les repousser, sans se laisser envahir, sans les cultiver, les arroser. On est donc déjà là dans un processus d'évolution humaniste. La technologie de plus en plus sophistiquée ne va pas dans ce sens-là, même si on peut parler, on fait des outils pour se défendre.
Et c'est peut-être nécessaire. Mais avec quel état d'esprit il y a cette notion de défense? Il y a besoin de support de régulation dans une société. Parce qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements. Il y a beaucoup de tumultes. Et il serait bon que les personnes qui inventent les stratégies de calmer les tumultes soient aussi dans une stratégie personnelle de montagne. C'est pas très simple ça. Mais la fin de votre question se rapportait précisément, s'il vous plaît, aux outils en bois. Les outils, ils ne servent qu'à créer des situations qui pourraient faire penser à des situations tumultueuses. Et cependant, ils ne sont pas très blessants s'ils touchaient vraiment. Et ils sont là seulement pour permettre de créer des situations peut-être de tension dont les individus sortiraient par le fait de mettre leur bioconscience verticale le maximum en action. Ça sert à ça, les outils bois, parce qu'ils peuvent suggérer le fait de mourir, le fait d'être blessé, d'avoir mal et de souffrir. Alors on peut les utiliser parce que inconsciemment, on sait que ça peut engendrer ce que je viens de dire. Mais ils sont de bons supports pour bouger tout ce qui est tumultueux et tous les dysfonctionnements, afin de rester le plus tranquille, le plus actif, le plus participatif possible pour transformer le tumulte en entraide, en complémentarité des différences. C'est ça que l'on consent quand on pratique l'aïkido-i, et l'aïki-kendo-i et l'aïki-jo-do-i. L'aïkido-i, ça veut dire ça, c'est consentir à cette complémentarité des énergies des uns et des autres pour finalement fonctionner dans une énergie non tumultueuse, non dualiste. Donc les outils peuvent servir vraiment de support d'évolution pour sortir des peurs. Et en plus, ils sont vraiment utilisés pour aller se poser délicatement, mais vraiment sur des points comme j'ai expliqué précédemment, qui vont éveiller des choses positives, la conscience, les choses de cœur, nos croyances. C'est des points qui sont extrêmement importants dans le processus d'évolution de l'Homo sapiens. Et si par exemple on n'a pas conscience de quelque chose, on est inconscient, non conscient. Et même si on est conscient, on n'a pas la force de mettre en œuvre ce qui paraît pour le cœur constructif, eh ben, on n'arrive pas à mettre en œuvre. C'est de l'entraînement tout ça. Il y a quelques êtres qui, pour eux, c'est plus simple. Ils parviennent naturellement à réaliser un état et des attitudes, des comportements, des actes ou des actions qui déjà sont mus par ce fonctionnement normal d'humain. Puis il y a tout le reste des autres personnes qui ne le sont pas et qui ont besoin d'auto-éducation et d'éducation pour pouvoir évoluer vers le fonctionnement normal de l'humain. Les outils bois servent bien à ça.
s'il vous plaît. J'avais une question sur les armes. Vous l'avez toujours ou pas? Et j'aimerais la tourner autrement. Vous l'avez toujours la question ou pas? J'aimerais la tourner autrement avec l'utilisation des outils plutôt que des armes, parce que vous parlez d'outils à la place d'armes maintenant. Donc ma question, elle vise, est-ce que cette utilisation des outils permet de gérer son corps et de gérer son esprit au fur et à mesure des séances? Un outil, c'est de la matière mise avec une certaine forme pour faciliter une action à réaliser. C'est donc une aide à une action à réaliser. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot outil. Alors que dans arme, il y a la notion de domination, de destruction, etc., etc. Donc de souffrance, hein, ce sont les dysfonctionnements qui vont pouvoir s'exprimer avec un outil qu'on appelle l'arme. Et donc j'ai mis complètement de côté ce verbiage d'arme pour rester sur la notion d'outil. Parce que quand on parle d'un outil, on voit quelque chose pour transformer, voilà, pour ceux qui sont bricoleurs ou autres, voilà, on a quelque chose qui va transformer quelque chose pour obtenir quelque chose qui soit beau, utile à la vie quotidienne, par exemple. Bien. L'outil, c'est comme j'expliquais, je crois que la question précédente et la réponse précédente, il va permettre d'approfondir cette bioconscience verticale en action. Parce que l'outil va nous servir à mettre en situation de tumulte deux êtres ou plusieurs êtres, et dans cette situation de tumulte, faire monter peut-être des sensations de peur d'être blessé, de peur de souffrir, de peur de mourir. Voilà à quoi ça sert. Mais pour maintenant que cette bioconscience verticale soit efficiente, il faut d'abord la réveiller. Et là, être un gros travail. C'est un travail neuropédagogique. Tout le système nerveux, ou grande partie du système nerveux, va être mise en action, tandis qu'une partie de l'être va être de plus en plus conscient de cette mise en action et des conséquences. Ça va entraîner une action sur le système neuromusculaire, le système cinétique, toute la psychomotricité pour utiliser les outils, d'activer les sens de plus en plus pour percevoir ce qui est à l'extérieur de la peau, percevoir à l'intérieur, toutes ces techniques respiratoires pour apprendre qu'est-ce que la verticalité, qu'est-ce que la verticalisation, qu'est-ce que le fait de se déplacer à partir d'une des phases de la respiration, et tout un travail extrêmement important qui va avoir une répercussion sur tel ou tel organe, tel ou tel viscère. Donc va venir enrichir l'humain par cette culture et automatiquement, progressivement, et ça dépend des humains, être de moins en moins dans la dynamique des tumultes.
jusqu'à un moment, comme je l'avais décrit dans le livre qui s'appelle Des Bouddhos au Bouddha, jusqu'à un moment où l'être va faire comme Miyamoto Musashi, va aller voir un maître zen, va expérimenter, non pas suivre, expérimenter un enseignement qui est autour de la position assise des Bouddhas et des actes de vie du quotidien pour arriver à se pacifier totalement. Voilà. Et à vivre l'existence qu'il y a à vivre là où il est et d'y participer pleinement. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que ça va? Ou j'oublie quelque chose, il me semble. Est-ce que donc les outils permettent d'apprendre à gérer son corps? On leur fait décrire. D'abord, on apprend à toucher. Ça paraît évident, comme respirer, ça paraît évident, comme être debout ou être assis, ça paraît évident, ou marcher, ça paraît évident, mais c'est pas si évident que ça. Toucher, c'est vraiment quelque chose qui nécessite de l'entraînement, de la conscience et de la persévérance, de l'opiniâtreté. On a des doigts qui ont différentes fonctions, différentes significations dans leur expression. Tout ça est étudié. Et un outil, ça permet ça. Parce que on le touche, on manipule, etc. Tiens. Donc il a vraiment une fonction très importante de prise de conscience et de support d'évolution. Et de sens de l'attitude, des comportements, des actes, des actions. Quel sens on va donner à un acte ou à une action avec un outil? Et comment tout l'être va, entre parenthèses, transpirer ce sens qui fait que, à la fin de l'action, tout ce qui se sera passé pendant l'action sera conforme à la montagne. Et l'outil permet ça. Merci. Avec plaisir. Alors oui, j'ai une autre question, mais en fait j'avais le dire cette fois, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont déjà été auxquels répondu, mais peut-être compléter. Quel est l'objectif premier de l'entraînement avec des armes? Quelles conséquences attendues et quelles conséquences non prévues? Vous êtes intervenu là en reprenant ce que j'avais deux fois sur ce pourquoi j'avais insisté sur l'utilisation de la conjugaison. Si vous me dites j'avais une question, pour moi c'est passé, elle n'existe plus. C'est pour ça que vous reprenez j'avais une question, mais finalement j'ai une question. Oui. Dans le processus des échanges, dans la clarté de son propre être, déjà c'est important d'utiliser les mots les plus correspondants au sens de votre pensée et de les mettre dans le temps. Et on a plusieurs temps dans notre conjugaison qui nous servent à préciser notre pensée dans un temps et dans une durée, c'est-à-dire dans un moment et dans une durée. Bien. Je crois que j'ai répondu aux deux premiers aspects, mais le troisième, c'est l'inattendu. Oui. Hein? Oui. Oui, ça c'est vraiment intéressant. Dans l'inattendu, je constate par empirisme, donc là je vais
parler d'un cheminement qui a été personnel, la surprise d'un état, la surprise d'un sourire qui monte alors que la dynamique est extrêmement rapide, mais la surprise de la puissance et de la délicatesse et de la rapidité résonne dans le fonctionnement profond. Et le dysfonctionnement n'a plus aucune possibilité d'attraper quelque chose. Le dysfonctionnement n'a plus de possibilité d'attraper quelque chose. C'est vain. C'est vide. Ça, c'est dans la gamme des inattendus très 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 fréquents. Très très fréquents. Donc, le dysfonctionnement, à un moment, n'est plus là. On ne dit pas qu'il disparaît, il n'est plus là. Voilà, et on se retrouve dans un état de fonctionnement et de relation qui est surprenant, voilà, et réjouissant. Et on est dans l'inattendu. Des inattendus moins brusques, moins soudains, c'est le fait que tout cet apprentissage d'être debout, d'être centré, d'être vertical, d'être avec une mobilité qui respecte bien l'anatomie, toute la dynamique musculaire de déplacement, etc., engendre des états qu'avant de le vivre, il est difficile d'imaginer que ça existait. Souvent par empirisme personnel, je l'ai vécu dans le passé, et je le constate dans les gens qui sont dans ce processus d'auto-éducation et d'auto-évolution, d'évolution. En d'autres termes, c'est que cette bioconscience est étonnante. On sort d'un processus mental avec toutes les informations qui en sont à la fois la base et le moteur, pour entrer dans un processus sensitif, sensoriel, qui nous ouvre une dimension de vécu peu imaginable. C'est l'autre inattendu. Et il y en a probablement d'autres. Notamment celui d'arriver à être dans des dynamiques de relations, des dynamiques relationnelles qui pourraient tuer et blesser et qui finalement engendrent la complémentarité et l'entraide et l'amitié. Ça peut paraître complètement paradoxal. Mais c'est le troisième groupe d'inattendus. Il y en a peut-être d'autres. Merci beaucoup. Avec plaisir, madame. Tout à l'heure, vous avez parlé d'utiliser des bâtons, des sabres en bois. Mais en fait, pourquoi pas de véritables sabres ou de véritables couteaux pour vraiment révéler une véritable dynamique de conflit. Déjà, le conflit, c'est... il y a deux personnages. C'est le tumulte dans la vallée. Or, j'ai dit qu'il y a deux dynamiques de montagne. Donc là, le conflit, il n'est pas possible. Il y a une des deux montagnes qui va jouer avec une partie du tumulte pour créer une situation qui ressemble à une demande de conflit. Mais le conflit, il ne peut déjà pas exister. Puisque s'il y a deux personnes, les deux qui sont là sont deux qui sont dans un processus de montagne.
C'est notamment pour la raison pour laquelle, dans les 9 parties de l'aïkido-i, il y en a une qui s'appelle l'assise du lotus, Sido Lotuse en espéranto, et qui est un entraînement dans l'immobilité à une énorme activité de bioconscience, qui est celle de la montagne, qui se mettra en action et en mobilité plus tard, dans une des autres 9 parties, les autres 8 parties. Pardon. Donc on ne peut pas être dans le conflit. Ensuite, on a discerné une partie des dysfonctionnements. Et les participants en ont la conscience. Et ils ont la conscience aussi d'avoir l'aspiration à aller vers le fonctionnement. Donc, les instruments de conflit, on les met de côté. On les transforme en outils d'éducation qui va aller servir l'aspiration au fonctionnement naturel humain. Vous parlez de simulacre de conflit dans ma question. Même pas. S'il y a conflit, ça n'appartient pas à l'aïkido-i. Puisque la vision, au moins, d'un des membres d'un binôme, par exemple, ou plus, peu importe, au moins une personne, celle qui va recevoir une dynamique de tumulte, n'est pas dans un processus dualiste. Elle est dans un processus déjà de dynamique pacifiée et pacifiante. Et l'autre personne qui va prendre une partie de tumulte pour se mettre en action comme si il y avait vraiment une demande de conflit, ne rencontre pas de quelqu'un en face qui est dans une demande de conflit. Donc il ne peut pas y avoir conflit. Par contre, dans la dynamique de l'expression d'une partie des tumultes, eh bien, il y aura des zones qui pourraient être touchées comme s'il y avait des armes qui seraient destinées à blesser, à couper, à transpercer. Avec rapidité, précision, etc. Véracité dans la rapidité, dans la précision. Le moment, la durée, la distance, les endroits vers lesquels on va se diriger. Mais on ne peut pas appeler ça un conflit. C'est un jeu qui va créer un échange destiné à rétablir le fonctionnement grâce à un développement d'une capacité dormante chez tout le monde qui est la bioconscience verticale en action. C'est de la non-violence en action qui va construire. Ensuite, effectivement, on n'utilise donc pas d'instruments qui peuvent blesser. C'est vrai. L'idée du développement de la bioconscience verticale, conduit à ce ressenti de plus en plus prégnant de perception. Pas seulement des perceptions avec nos organes sensoriels, mais aussi de perception de l'organe complet du reste, outre les organes sensoriels, de l'organe sensoriel principal qui est finalement une sorte de vibration cellulaire pour tout l'être. Et de percevoir si un bout de tumulte bougerait quelque part.
pour ne pas aller dans la direction du tumulte et aller dans la direction de construction. Les outils qui ne sont pas tranchants, pas utilisés comme pour blesser, pour dominer, et qui ne sont pas transperçants, qui ne sont pas utilisés comme les outils qui blesseraient, qui domineraient ou qui tueraient, eh bien, sont suffisants pour développer le processus d'échange entre les êtres et ces dynamiques-là, dans le sens du fonctionnement et pas du dysfonctionnement. Pour que, in fine, les êtres soient suffisamment sensibles pour percevoir quand d'autres vibrations non bienveillantes pourraient s'élever. Et d'agir avant que ça s'élève, par leur attitude, par leur comportement, leurs actes, leurs actions. Pour qu'au maximum, ceux qui seraient en tumulte puissent éventuellement ressentir que c'est vain de s'agiter et être dans un processus dualiste. Et si ça n'arrivait pas, eh bien c'est de faire au maximum du possible d'agir en restant dans un processus d'être la montagne et d'accompagner le tumulte vers quelque chose de normal, non plus vers le dysfonctionnement. Mais ça a ses limites, ça. Mais le choix de l'existence allant par là est tout à fait valable, crédible. Et s'il y avait multiplication d'êtres humains qui cheminaient vers cela, je pense que au niveau de famille, au niveau de voisinage, au niveau de village, de ville, au niveau de département, de région, de pays, il y aurait un changement énorme. Une évolution fondamentale, radicale. Donc c'est pour ça qu'on n'utilise pas des choses qui peuvent blesser. Merci. Plaisir. Comment de disciplines issues des arts de la guerre peuvent émerger des notions de sagesse, de respect, de bienveillance, de paix? Parce que comme j'ai utilisé ces deux termes tout à l'heure, le mode opératoire de discipline comme l'aïkido, et là on parle de l'aikikendoi et de l'aikijodoi, sont à la fois des temps d'expérimentation qui sont vécus à partir de la conscience, de la mise en œuvre d'expérimentation pour développer la bioconscience verticale. C'est ça l'essence de la chose, dans le sens de l'essentiel de la chose. C'est ça. Donc de quelque chose qui crée, qui va dans le sens du dysfonctionnement, qui le nourrit, qui le génère, entendez bien, qui le nourrit, qui le génère. Je parle des tumultes. Si je reproduis des techniques
encore plus poussé, plus, je ne sais pas trop quoi, efficace dans le domaine du tumulte, de la dualité, j'aurais peut-être des satisfactions égotiques de dominer, mais je créerais, même si je ne blessais pas les autres, je sèmerais des graines de violence par mes attitudes, mes comportements, mes actes et mes actions dans les autres êtres qui partagent ces moments. Même si j'ai des langages où je ne domine pas, où je ne suis pas dominé, etc., etc. Si les gestes, les attitudes, les comportements, les actions là, sont empreints de violence, je coupe, je transperce, je crée des graines. Si maintenant, dans le même type de situation, il n'y a plus tous ces gestes-là, mais il y a la montagne en mouvement, avec un objectif, le sens profond d'arriver à un fonctionnement normal et sortir des dysfonctionnements, je ne crée pas les graines du tumulte. Je crée des graines de réjouissance, de tranquillité, de calme, de repos, de joie, de bien-être, de bienveillance, d'entraide. Pas les mêmes graines quand même. Je pense que c'est quelque chose qui est presque central dans ces disciplines qui utilisent des outils, utilisés comme des outils et ou des armes. Même si on utilise des principes, une sorte de philosophie de ne pas dominer, de ne pas être dominé, etc. Mais qu'on est dans des systèmes où on va vraiment avoir des gestes, où on va couper, transpercer, faire peur, on crée des graines. Parce qu'on reçoit forcément ces comportements, ces attitudes, ces gestes et ces actions. Une fois, il y a très longtemps, peut-être une quarantaine d'années, voilà, j'étais souvent partenaire. Dans un dojo à Paris, je pratiquais 7 fois par semaine à l'époque. Et j'avais la possibilité professionnellement d'avoir une liberté de mouvement. Et j'allais pratiquer dans une université, une faculté, 2 fois par semaine le midi. J'étais souvent partenaire. On dit en japonais uke. Bien. Et un jour, j'avais pour rôle de simuler une attaque. À l'époque, j'étais encore dans des plans comme ça, mais en étant habité par les paroles du fondateur de l'aïkido. C'est ce que je recherchais. Des actes qui correspondaient aux paroles. Et ce jour-là, en retour de l'attaque que je formulais, qui m'avait été demandée, je reçois une attaque qui m'a touché ici. Et c'était pas un problème. J'étais dans un processus comme ça, c'était pas un problème de douleur, etc. C'était pas agréable du tout, mais c'était pas le problème. Le problème, c'est que ça éveillait en moi l'interrogation de dire ce que je viens de vivre et de ressentir génère, outre l'insatisfaction par rapport au sens de ce que je cherchais, mais génère des sentiments de réplique dans l'instant, mais après. Vous vous rendez compte, ça fait 40 ans. Et je l'ai encore en sensation. Oui. Et je me suis dit, ça, c'est pas le chemin.
il y a un truc qui ne va pas. Parce que si c'est pour me défendre d'une dualité, c'est pas pour ça que je chemine dans mon humanité. Ça, c'est pas l'humanité, ça, c'est du tumulte dans la vallée. C'est très important, ça. Donc, qu'est-ce que génère notre attitude? Qu'est-ce que génère notre comportement, nos actes et nos actions? Pour le monde. Je ne parle pas des paroles. Mais déjà de ça, c'est-à-dire notre non-verbal. Je pense que c'est central dans le monde des bouddhos, qu'on appelle faussement arts martiaux, ou les arts martiaux, voire les sports de combat. C'est central. La conscience des conséquences de situations dans lesquelles nous participons. Central. Et c'est pour ça qu'est né l'aïkido-i, et l'aïkiken-do-i, et l'aïkijo-do-i. Pour ne pas générer autre chose qu'un fonctionnement de complémentarité, d'entraide. C'est la raison centrale. J'ai répondu à votre interrogation? Oui, monsieur, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on a terminé? S'il vous plaît, ça risque de revenir sur des aspects qui ont déjà été traités, mais n'empêche que je me pose quand même la question. Donc je vous pose la question. J'ai entendu souvent dire que l'aïkido-i était un art pacifiant, qui au début, dans mon esprit, voulait dire qu'il y avait une nécessité de prendre la distance avec la violence. Maintenant, lors des questions-réponses ce soir, j'ai un autre point de vue maintenant à considérer. Mais qu'en est-il quand même des techniques main nue? Il me semble que la violence serait peut-être plus difficile à manifester avec des mains nues ou des expérimentations dont vous parlez. Enfin, qu'en est-il? Est-ce que la violence serait-elle plus difficile à manifester avec les mains nues qu'avec des outils tels que l'aïkido? J'ai parlé des contacts tout à l'heure, suite à une des questions, où avec un outil, on peut prendre conscience de certaines fonctions de nos doigts, nos mains, nos poignets, nos coudes, nos épaules, etc. J'ai parlé de choses aussi simples que des techniques respiratoires, de la manière d'être debout, de se déplacer, etc. etc. Quand nous touchons la peau, la chair d'une autre personne, c'est encore d'une délicatesse encore plus affirmée par rapport à la responsabilité de ne pas créer de graines de violence que nous touchons. Donc c'est encore plus délicat. Lorsqu'il y a contact physique entre deux peaux que les outils. Et après, c'est une autre manière d'agir quant à la distance, quant au moment, quant à la durée, quant à la localisation des contacts, outre la manière de prendre contact. Et quand tout l'être a une certaine cohérence au niveau cinétique, psychomoteur, etc.,
animé par l'esprit que j'essaye de présenter, il y a des conséquences relationnelles vraiment pacifiantes, parce que, ne serait-ce que la manière d'être en distance, en attitude et de toucher, et de là où on touche, et comment les dynamiques se mettent en œuvre, engendre des réactions autres qu'avec les outils, mais profondes. C'est pour ça que je crois que c'était le 3e livre qui a été écrit, j'avais appelé La force de la douceur. C'était pas force dans le sens biscotto ou je sais pas quoi, c'était dans le sens les conséquences, la puissance que cela engendre dans les conséquences. Quand on simule, on simule un tumulte dans une relation sans outils, et que on ne rencontre pas d'être en face, pas d'être qui est en dualité, mais on est touché en termes de contact, on est touché en termes de mobilité, on est touché en termes de déséquilibre sans que l'on soit contraint de gérer le sol, contraint par l'autre, ou que l'on soit conduit par des contacts qui font que on sent que notre être est un peu limité dans ses mouvements, ou complètement limité, mais jamais dans un sentiment de prison. C'est complètement paradoxal dans le monde de tumulte. C'est pour ça que ça s'appelle la force de la douceur. Voilà. Le contact direct est encore une autre dimension de la culture mise en œuvre pour la paix. C'était pas le sujet de ce soir, mais merci d'avoir répondu. Il y a d'autres questionnements? Compliqué à sortir. Oui, alors, Est-ce que le comportement doit être éduqué pour l'utilisation des armes? Et est-ce qu'il évolue avec la pratique et réciproquement? Est-ce que le comportement évolue au fur et à mesure que l'on pratique, et est-ce que la pratique modifie notre comportement? Le comportement, c'est se porter avec les autres. Comme un enfant à qui on montre par l'exemple comment être en attitude et comment être en attitude avec les autres, se comporter. Il y a besoin, si on veut dépasser ce qui a été montré par les parents, par l'entourage, par la société même, il y a besoin d'avoir une dynamique d'éducation. Mais quand on est adulte, c'est pas la même chose que quand on est enfant. Quand on est adulte, si on va vers une dynamique d'éducation, c'est déjà de l'auto-éducation. On est partie prenante de son propre développement, sa propre évolution. Et après, quand on choisit aussi
des dynamiques, des disciplines qui vont nous permettre d'améliorer nos comportements dans le sens du fonctionnement normal. Je ne parle pas du dysfonctionnement, évidemment. Eh bien, il y a des efforts à faire pour que n'apparaissent pas les anciens comportements et que ce qui apparaît soit de plus en plus issu de la montagne et de moins en moins du tumulte, parce que la montagne va être de plus en plus vibratoire, vivante. Et l'utilisation de situations avec des outils va dans le sens d'amélioration du comportement. Au lieu de répondre à une dynamique tumultueuse par une action où on va repousser, couper, piquer, trancher, eh bien, on va aller chercher un autre comportement qui va, lui, aller toucher des zones, en contact vraiment avec un outil, des zones qui vont avoir un effet d'interrogation à la fois par le ressenti et la prise de conscience du ressenti, qui sera mis en parallèle avec la situation initiale de mettre le tumulte en action. Donc c'est évident qu'il y a une dynamique d'éducation avec aussi un outil. Manipuler un outil qui peut pour le moins faire une bosse. Et que l'on le manipule dans une dynamique générale de notre être, avec un objectif clair d'humanisme, de réelle non-domination, de réelle stimulation des choses de cœur, des choses de conscience, demande des ressources que seule la bioconscience verticale peut générer. Donc l'outil est absolument utile, puisque cette bioconscience verticale, elle génère des comportements avec les autres. Des manières d'être différentes d'avec un contact direct. Donc ça a sa pleine utilité dans le processus d'évolution humaniste. Je suis clair? Oui. Merci. Oui. Les femmes donnent la vie. Les, pardon? Les femmes donnent la vie. Les femmes après? Donnent la vie. Donnent la vie. Voilà. Oui, pardon. Et je me demandais quel sens pour elles dans leur vie et pour leur évolution peut avoir la pratique avec des outils guerriers. Vous avez répondu en partie que, je comprends que ce ne sont pas des outils guerriers, mais peut-être un mot sur les femmes dans cette pratique de votre part. Ah, ça, c'est quelque chose qui va rapidement, ça fait 50 ans cette année que j'ai découvert la dynamique qu'on appelle Aikido. J'ai testé 5 écoles. Et j'ai été amené effectivement à pratiquer avec des femmes et à m'interroger
sur le même style de question que vous avez. Et pendant, je pense, 4-5 ans, j'avais, à force de constater, en utilisant l'aïkido ou l'aïkikendo, que beaucoup de femmes étaient extrêmement dérangées dans leur intimité de donner la vie dans cette dynamique. J'en ai même parlé avec Maître Kobayashi en 1989, je crois, qui m'a dit, essaie, trouve autre chose. Et à un moment, c'était passé par l'utilisation d'éventails où on trouvait des sortes de suites de positions, de mouvements, etc., qui étaient très la réplique d'échanges avec des outils de bois. Et puis, le travail sur les outils de bois, etc., a continué, et ça a dû mettre encore 4-5 ans, où je suis sorti, je suis prétentieux quand je dis ça, il s'est produit le fait de ne plus avoir nécessité ou inconscience de couper, de piquer. Même si chez Maître Kobayashi c'était d'une finesse étonnante. Et plutôt d'aller au contact avec quelque chose de plat, non contondant, vers des régions, je vous ai parlé de la conscience, du cœur, des pouces pour toutes nos croyances, et avec des façons des distances et des présences différentes. Et ça donnait l'aïkiken-doi et l'aïkijo-doi. Et là, il n'y a plus de problème entre le ressenti féminin et l'utilisation d'outils. Parce qu'on n'est plus dans un problème de dualité, d'horizontalité. On est dans un problème de verticalité qui meut l'horizontalité. C'est la bioconscience verticale qui meut l'horizontalité et qui donne un sens profond, qui est le sens de construction, d'entraide. C'est un aspect féminin finalement. Pour créer quelque chose. On est dans un processus de donner vie autrement aux instants qui vont peut-être arriver si on n'est pas décédé avant. Donc c'est tout à fait cohérent et on n'est plus dans un processus paradoxal où des femmes seraient devant des hommes ou entre elles en train de couper, trancher, dominer, quoi qu'il en soit, quelles que soient les belles idées qu'on pourrait avoir en théorie. C'est le corps qui parle. Et les attitudes, les comportements, et les actions. Donc, c'est pas antinomique. Au contraire, ça va dans le sens de créer l'instant d'après qui représente aussi la vie. Et de ne pas générer de graines, de conséquences qui ne seraient autres que celles de générer le vivant à partir de l'humanisme. Ça va, parallèle là ? Oui, je vous remercie. Bon, on va cesser. Je vous remercie bien, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Verra-t-on enfin les êtres humains rire aux larmes de leur peur, enterrer les armes, écouter leur cœur qui se bat pour la vie.
petits, pour les grands, assez grands, pour la vie. Je suis trop petit